Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette troisième vidéo d'Interquatuor qui vient donc conclure nos 4 dernières présentations. On va maintenant pouvoir les commenter et surtout aborder les différents petits sujets que j'ai préféré sortir de certains scripts pour diverses raisons que nous aurons l'occasion d'aborder dans chacun au cas par cas. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo Kurokami Black God, ainsi qu'à vous qui vous êtes récemment abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup. Je croise un peu les doigts en espérant que pour le coup, cette fois-ci, YouTube, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, eh bien, ne reset les caractéristiques et les statistiques de cette vidéo comme ils ont déjà fait sur certaines de mes vidéos qui sont aujourd'hui en train de plafonner de présentation de manga qui sont en train de plafonner à une quinzaine de vues, alors que elles étaient montées à une 35 vues, et puis du jour au lendemain, pouf, en l'espace, voilà, au bout de 3-4 jours, 4-5 jours, YouTube a décidé de remettre tout à zéro. J'ai pas trop compris sur certaines vidéos. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que les vidéos ne soient pas shadowban, même si je sais que YouTube ne les met pas foncièrement en avant. Je sais qu'au moins, si on tape les noms des mangas dans la barre de recherche, ma vidéo va finir par remonter. Elle sera pas forcément dans les premières, mais elle va remonter. Ce qui m'importe, c'est que, effectivement, mes vidéos ne soient pas shadowban. Et c'est notamment tout l'intérêt qui fait que je ne suis pas... Pour l'instant, la chaîne n'est pas monétisée. Ce qui, aujourd'hui, du coup, je peux à peu près dire ce que je veux sans avoir à me biper, sans avoir à me censurer. Et du coup, ne pas risquer que YouTube artificiellement balance la vidéo en fait en inaccessible, à part si vous allez spécifiquement sur ma chaîne. Voilà, et qui empêche donc de te faire remonter les recherches. Ceci étant dit, lançons-nous maintenant donc dans cette interquatuor. Il va être en 2 parties afin de vous fournir des vidéos d'une durée plus accessible. Et du coup, je ne vais pas prendre les sujets et les mangas dans l'ordre de leur présentation. Dans cette première partie, je vais rapidement passer sur Hana l'inaccessible, puis sur In the Land of Leidal, pour me concentrer sur un gros sujet concernant les activités de manhwaga et de mangaka des auteurs coréens. Puis la seconde vidéo sera consacrée à 2 sujets que j'ai soustraits du script de la vidéo de présentation initiale du manga Jardin Secret, car je les considérais hors sujet sur le fait de vous présenter ce manga. Donc allons-y. Tout d'abord, à propos de Hana l'inaccessible. Sachez que en vrai, je trouve vraiment cela bien dommage que ce manga soit parti dans cette direction, avec plein d'incohérences et un espèce d'humour burlesque. Alors, est-ce que ma déception m'a fait lui taper dessus plus fort que nécessaire ? En vrai, je ne crois pas. Dans l'avenir, je vous présenterai des mangas qui m'ont vraiment déçu ou que je n'aime vraiment pas. Je ferai attention à mes propos, mais je ne vais pas les louper. Vraiment, quand il y a des trucs que j'aime pas et que je considère que c'est du mauvais boulot pour des mauvaises raisons, dire que j'ai vraiment en fait pas d'excuses de mon point de vue, je vais les allumer quoi. Puis désolé si c'est effectivement jugé de mon petit fauteuil là ici quelque part en France, le travail d'un mangaka, d'un mec qui s'est donné du mal à l'autre bout du monde, et que c'est un peu facile d'être dans cette position. Oui, désolé. C'est en même temps, à chaque fois qu'on produit quelque chose, on s'expose au regard des autres. Donc voilà. Jusque-là, c'est vrai que je vous ai présenté 2 mangas pour maintenant qui ont eu que j'ai mal noté. Gestalt, dans un premier temps, que j'ai quand même carrément noté 0 sur 20, mais c'est parce qu'en fait, l'accumulation de défauts dans cette œuvre en ont fait un manga sur lequel, au final, je ne voyais rien à sauver. Pour moi, c'est un manga raté, donc ça donne une œuvre mauvaise. Mais avec un petit M. Voilà, c'est juste pas bien. Mais c'est vraiment pas bien, quoi. Y a rien à sauver. Mais c'est pas un manga mauvais, avec un M majuscule, parce qu'il ne véhicule pas d'idées ou une propagande qui pose problème, par exemple. Il y a pas... Oui, il y a pas de... Moi, ça me dérange pas qu'effectivement l'auteur soit engagé. Je pense que c'est bien aussi. Pendant un temps, je considérais d'ailleurs qu'un artiste se devait d'être engagé, de faire passer un message de société ou quoi que ce soit dans son travail. Aujourd'hui, je suis un peu plus ouvert d'esprit que lorsque j'étais ado, bien sûr, mais surtout, je me permets aussi de nuancer l'engagement du fait que, oui, je pense qu'il y a des causes qui valent le travail et l'investissement qu'il faut se battre et qu'il faut défendre, et puis, excuse-moi, mais tes idées fascistes, rétrogrades et racistes, tu te les gardes pour toi, mon mec.
Donc voilà, je nuance la façon dont ce que je trouve mauvais et à quel point je trouve mauvais d'une œuvre à l'autre. Pour le coup, Gestalt, je trouve que c'est mauvais, mais ça fait pas de mal. C'est un manga même que je pourrais dire, il est un peu, finalement, il est un peu intéressant à étudier. En prenant du recul dessus, voilà, pour voir ce qu'il faut pas faire. Mais en tant qu'œuvre du manga, il fait partie de ces dizaines de milliers de séries accumulées depuis 70 ans, qui sont oubliées tout simplement. Voilà, il va être dans le flot de tous ces mangas qui ont été créés, et puis qui ne garderont pas leur nom dans l'histoire, en vrai. Je vous ai présenté du coup Hana l'Inaccessible il y a quelques semaines, que j'ai noté 6 sur 20. C'est pas mauvais, mais presque. Est-ce que c'est moi qui suis juste déçu de ne pas avoir eu un récit de plus sérieux et plus cohérent? Ou est-ce que vraiment, et l'humour, et les personnalités des personnages, et la progression temporelle de l'histoire d'amour, et du monde du travail, est-ce que toute cette accumulation-là sont vraiment des éléments mal maîtrisés? Moi, c'est ce que je pense. Comme je me suis engagé à vous présenter le Seinen Mushoku Tensei dans le prochain quatuor de vidéos, cette position à la lettre M a eu un gros impact sur les 3 autres choix de manga. Et il se trouve que le manga Josei que je vais vous présenter sera la lettre L. Et donc pas la lettre O, donc je ne vais pas vous présenter d'ici 4 à 5 semaines le manga Otaku Otaku. C'est couillon, je me dis que c'est à telle occasion, je suis allé rechercher plein d'autres mangas pour illustrer cet interquatuor et j'ai pas pensé à vous sortir celui-là comme ça pour vous le montrer. Mais c'est pas grave, vous avez l'illustration ici. Donc, Otaku Otaku, pour moi, ce manga est autant un seinen qu'un josei. Il est rangé en seinen parce que le genre masculin est aussi le genre neutre. Comme je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous présenter ce manga, eh bien voilà, je vous propose une alternative de qualité à Hana l'Inaccessible, où la romance est bien maîtrisée, où le monde du travail est cohérent et bien utilisé, et où les personnages ont des personnalités bien développées. Vous pouvez lire le manga Otaku Otaku. Il y a aussi un anime assez bien fait, qui s'appelle Wotakoi Love is Hard for Otaku. Il y a 11 épisodes et 3 OAV, et avec les OAV, je crois que ça couvre quasiment 100% du manga, ou 90 ou 99% du manga. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais acheter la suite du manga Hana l'Inaccessible, et lorsque la série sera terminée, je ferai une petite vidéo pour compléter ma présentation initiale du manga. Ensuite, je vous ai présenté In the Land of Leidal, et pour le coup, je n'ai rien à ajouter. Comme je vous ai dit, c'est un bon manga feel good dont je vous recommande la lecture si vous voulez quelque chose de léger, un peu fun avec une aventure qui progresse bien. Et je n'ajoute rien de plus sur les événements de son scénario parce que je pense que c'est vraiment la progression des enjeux qui se fait petit à petit qui va vous accrocher sur la durée à cette histoire. Je vous propose maintenant d'aborder les sujets que j'ai mis de côté, et notamment concernant la présentation du manga Kurokami Black God. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'auteur, Lim Dal-young, a ralenti le rythme de son travail à partir de 2015, ce qui lui a valu la réputation d'être un auteur girouette, qui commence plein de projets mais ne les finit jamais. En vérité, cela est dû à une situation très particulière qui a touché tous les auteurs coréens. Les manhwaga, c'est-à-dire des auteurs de manhwa, donc l'équivalent du manga, mais dans le système d'édition spécifique à la Corée. Jusqu'en 2013, Lim Dal-young cumulait à la fois le titre de mangaka, en tant qu'auteur de manga au Japon, mais il avait aussi le titre de manhwaga, en tant qu'auteur de manhwa, donc l'équivalent des mangas, mais pour le marché coréen. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le format webtoon n'avait pas une place aussi importante, et le manhwa était le format populaire, le format de la BD le plus populaire en Corée. Et les maisons d'édition en France et le public français faisaient la différenciation entre les origines des œuvres. Les mangas étaient les œuvres d'origine japonaise et les maisons d'édition avaient une collection manhwa pour éditer spécifiquement les bandes dessinées d'origine coréenne. Et si un auteur coréen, comme c'est le cas pour Lim Dal-young, voulait vendre de la BD sur le marché japonais, il fallait que son travail ait l'étiquette du manga et pas du manhwa. Et il fallait donc pour cela que les événements de ces histoires aient lieu sur le sol japonais avec des protagonistes japonais. Il fallait être édité spécifiquement par une maison d'édition japonaise, c'est-à-dire ne pas être édité par une maison d'édition coréenne, puis avoir un contrat d'adaptation par une maison d'édition japonaise qui allait donc en fait juste adapter l'œuvre, la traduire pour le public japonais.
Comme nous, c'est le fonctionnement qu'on a en France pour toutes les œuvres qui viennent de l'étranger. Alors, il faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes, parce que je n'ai pas retrouvé les articles sur les sites spécialisés, mais de mémoire. Vers 2015, le gouvernement coréen a très fortement augmenté les taxes sur les bandes dessinées manhwa en leur retirant la caractérisation de produits culturels. Ou bien, ça a été la réaction des auteurs et journalistes du milieu qui ont dit que cette augmentation ciblée des taxes, allait détruire ce format BD très spécifique, en format physique, et du coup, en fait, ils étaient en train de taper sur un produit culturel, et voilà. Je ne sais plus exactement, mais en gros, il y a eu une décision gouvernementale qui a provoqué une crise importante dans l'édition du manhwa en Corée. Je ne sais pas si cela est lié, a priori oui, parce que les dates correspondent, mais en France, plusieurs maisons d'édition qui adaptaient des manhwas n'ont plus adapté les tomes restants des séries en cours, et ont fini par arrêter la commercialisation des séries qui avaient été commencées. En Corée, cela avait provoqué l'essor fulgurant du webtoon, qui existait déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, quand on parle de la BD coréenne, oui, on pense au webtoon. Immédiatement, on pense au webtoon. Il y a des dramas qui sont adaptés des webtoons. Il y a un nouveau marché de produits à l'étranger et en Corée qui se sont développés à partir de ce support-là. Mais cet essor, en fait, il s'est fait à partir de 2015-2016. Même si ça existait déjà avant, parce que les blogs de dessin et de partage de PD, ça a toujours existé, enfin quasiment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu donc un essor fulgurant du webtoon, mais là, plein d'artistes, en fait, se sont mis à directement publier leur travail sur des blogs et sites spécialisés, en s'affranchissant, du coup, des maisons d'édition traditionnelles et de la majorité des taxes qui découlaient de la production d'un produit physique. En ce qui concerne Lim Dal-young, c'est à cette période qu'il a mis en pause les manhwas suivants. A Flame Inferno, ils sont là. 6 tomes à l'origine, 3 édités en France, la série n'est pas terminée. Donc, je dois vous dire une bêtise parce que là j'en ai 5 en France. Et par contre, le 6e, j'ai dû aller le chercher, au Japon. Voilà. Il est en japonais, 108 yens, hein. C'est quasiment cadeau le bouquin. 0, The Circle of Flow, 3 tomes à l'origine, 2 édités en France, la série n'est pas terminée. Je suis passé à côté, je les ai pas ces bouquins. La légende de Mayan, ils sont là, 1 à 12. J'ai mis là en tête le bouquin parce que j'adore cette série. 14 tomes à l'origine, 12 édités en France, la série n'est pas terminée. On avait été bloqué à 10 tomes pendant longtemps, et les tomes 11 et 12 sont vraiment sortis dans la douleur avant que les éditions Clair de Lune ne doivent annoncer que la série était stoppée. J'ai vraiment attendu pendant très très longtemps cette série. Du coup, lorsque j'étais au Japon, je n'ai pas cherché les tomes 13 et 14, parce que j'ai vraiment cru que un jour, ça reviendrait. J'y crois encore, parce que je suis un petit peu naïf et innocent, et voilà, que je crois, j'ai des visions, voilà, bref. Ensuite, on a The Phantom King. Alors, The Phantom King, c'est 1, 2, 3 tomes ici. 8 tomes à l'origine, donc 3 édités en France, la série est terminée à 8 tomes, mais je doute fort qu'une maison d'édition française décide de les rééditer, parce que, en fait, aujourd'hui, le nom de Lim Dal-young ne fait plus vendre, comme c'était le cas au début des années 2010. Cette situation n'est pas unique à Lim Dal-young. Si je vous dis de penser à si ce n'est le plus grand chef-d'œuvre du manhwa d'arts martiaux, de la BD d'arts martiaux coréenne, normalement, vous allez immédiatement penser à The Breaker et The Breaker New Waves, réalisé de 2007 à 2015. Donc là, pardon, la mise au point se fait pas tout à fait bien. D'abord édité aux éditions Bouquin. Donc là, ici, les éditions Bouquin, là, ici, on a les tomes 1 à 10, c'est la saison 1 de The Breaker, et ensuite, vous voyez les bouquins en lettres jaunes en haut de mon étagère, qui sont les tomes 1 à 9 de la saison 2, The Breaker New Wave. Et la boîte que vous voyez à côté, en haut, c'est The Breaker tout court, édité aux éditions Mayan, et là, ici, vous avez la boîte avec l'édition complète en, je crois, 20 tomes. Voilà, d'abord édité aux éditions Bouquin, ils ont interrompu The Breaker New Wave avant sa fin. Alors que tout était fait au Japon. Et ce sont les éditions Mayan qui sont arrivées en fanfare avec une réédition complète des 2 séries dans 2 magnifiques coffrets fin 2017. Voilà, ils sont là, tout comme je vous dis, avec des dessins en gros format et tout ça, hyper sympa. Et si, comme moi, vous attendez avec impatience une saison 3 pour The Breaker, sachez que les rumeurs qui sortent tous les 2-3 ans, disant que son auteur, Jae-hoon Guk-jin, est en train de bosser dessus, elles sont fausses.
Pour l'instant, ils ne travaillent que sur des webtoons, et d'ailleurs, ils n'ont même pas été traduits, vous aurez du mal à les trouver sur Internet, et il n'y a aucune adaptation prévue pour ces travaux en France, pour l'instant, que je sache. Enfin, dans les rumeurs et tout ça. Et le dessinateur de The Breaker travaille avec d'autres auteurs, dont un webtoon qui vient tout juste d'être adapté en France, Naniac. C'est super, moi j'ai adoré la lecture, c'est trop bien. J'attends vraiment la suite. En ce qui concerne la productivité de Lim Dal-Young, pour se recentrer un petit peu sur l'auteur dont on parlait depuis la présentation de Kurogami Black God. Je ne sais pas si cela impacte les conditions de travail des auteurs de mangas d'origine coréenne et donc expatriés au Japon. Mais j'ai personnellement pu constater que dans de nombreuses librairies de manga lors de mon voyage au Japon, les livres issus d'auteurs coréens n'étaient pas présentés et mis en valeur de la même manière que les livres issus d'auteurs japonais. Je m'en suis rendu compte dans plusieurs librairies spécialisées et dans plusieurs villes au travers du pays, puisque je cherchais des tomes précis pour pouvoir compléter des séries qui avaient été interrompues en France. Je peux vous dire que j'ai galéré pour les retrouver. Là, ça c'est la suite, enfin c'est la fin de l'une des premières séries de Lim Dal-Young qui s'appelle Unbalance X Unbalance ou Unbalance X2, enfin, tout dépend comment vous voulez le prononcer. C'est une histoire que je trouve assez bien faite, assez intéressante, sur un lycéen qui va tomber amoureux d'une de ses profs. Et ben j'ai galéré. Pour retrouver ces bouquins, je peux vous dire que j'ai galéré. Aujourd'hui, on connaît tous le nom de Boichi, auteur et dessinateur d'origine coréenne, notamment parce qu'il a fait le dessin sur cet immense succès qu'est le manga Dr. Stone. En 2017, Dr. Stone venait tout juste de commencer et en simultané, Boichi prépubliait le manga Origine. Quand je demandais aux vendeurs s'ils avaient des œuvres de Boichi, parce que je cherchais certains one-shots qui ne sont pas disponibles en France, on me montrait le même coin d'étagère où il y avait les œuvres de Lim Dal-Young. Alors, je ne veux pas faire une généralité, c'est clairement dépendamment d'une librairie à l'autre. Mais plusieurs fois, j'ai constaté que les œuvres manga, dont les auteurs étaient d'origine coréenne, n'étaient pas rangées dans l'ordre, au milieu des autres mangas seinen et shonen. Ils étaient rassemblés dans une étagère spécifique, bien moins mise en valeur. C'est-à-dire que c'est très simple. Les œuvres de Lim Dal-Young, le tome 6 de A Flame Inferno, quand j'étais au bon rayon, au bon endroit dans la librairie, ils étaient pas là. Il y avait éventuellement Freezing. C'était tout. Donc la série la plus en vogue et qui cartonnait le plus de Lim Dal-Young. Et en fait, il fallait que je demande à mon pote qui, lui, parlait japonais, et qu'on aille voir le vendeur. Et en fait, le vendeur nous disait, bougez pas. Il se barrait au fond du magasin, dans l'une des étagères à l'ombre, et il nous ramenait les bouquins, qui en fait n'étaient pas du coup pas rangés avec les seinen, avec les shonen au même endroit. Voilà. On a donc des auteurs comme Lim Dal-Young et d'autres auteurs coréens que je ne connais pas forcément, dont on a tellement taxé l'activité dans leur pays d'origine que cela a radicalement modifié l'industrie de la bande dessinée en l'espace d'une année, et qui, dans leur pays d'accueil professionnel, doivent encaisser le poids de l'histoire conflictuelle entre les deux pays et se voir moins bien traités. Cela me fait un peu sourire de dépit, mais c'est peut-être pour ça que la dernière œuvre de Lim Dal-Young, qui l'a fait revenir sur le devant de la scène du manga Silver Plan, ma seconde chance, voilà, ça met en scène des personnages et un scénario qui brosse très 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 fortement la société japonaise et ses valeurs de travail dans le bon sens du poil. Donc je me dis, c'était pas trop des sujets qu'il abordait avant Lim Dal-Young, hein. Mais effectivement, s'il a vendu 1 million de tomes sur ses premiers tirages, enfin pas ses premiers tirages du coup, mais sur ses premiers tomes, ce qui est vraiment un gros chiffre, hein. Un jour, j'essaierai de faire des recherches sur comment fonctionnent les étapes, les strates, vous voyez, de exponentielles de vente de manga, mais déjà quand un premier tome dépasse les 20 000 ventes la première fois, c'est monstrueux. Ensuite, au Japon, hein, après, quand il arrive à dépasser les 100 000, 200 000, c'est monstrueux. Il y a des étapes qui sont très importantes. Donc là, en fait, s'ils mettent le bandeau qu'il y a eu 1 million de ventes du premier tome, c'est vraiment que ça a cartonné. C'est vraiment que ça a cartonné. Alors là, ils disent la série aux 1 million de tomes vendus, donc c'est peut-être pas que le premier tome, hein, peut-être qu'il y a le cumul des 2, 3, 4 premiers tomes. Mais quand même, c'est quand même très important, c'est pas anodin comme chiffre en l'occurrence. Même pour le marché japonais où ils bouffent du manga à plus savoir qu'en foutre. Reconcentrons-nous. L'industrie du manga est effectivement une manne financière et économique titanesque au Japon. Ils augmentent régulièrement les taxes et modifient les caractéristiques de ces produits de telle manière que vous avez régulièrement des articles de journaux indiquant que tel ou tel mangaka a eu un contrôle fiscal parce qu'il n'aurait pas bien payé ses impôts.
Récemment, la plus grosse situation que les journaux japonais considèrent comme étant un scandale, c'est la dessinatrice de la première version du manga Les Carnets de l'apothicaire, Neko Kurage, qui n'aurait pas renseigné une des lignes de ses taxes et aurait ainsi omis de déclarer 260 millions de yens de revenus, soit 1,5 million d'euros environ, perçus entre 2019 et 2021. Sur ces 260 millions de yens, elle doit 47 millions de yens, et si j'ai bien compris, ils ont été payés en 2022, lorsqu'elle a reçu une demande de régularisation. Pourquoi cette histoire sort en 2024 ? Je sais pas. En tout cas, j'ai pu constater que, au moins en France et sur les sites anglophones, les gens commentaient ces articles en disant que c'était pas un scandale, et que c'était même pas grave du tout. J'espère que ce sera l'occasion, notamment du pointer du doigt, pour les commenteurs japonais, tous les changements de taxation que font régulièrement les différents gouvernements sur cette industrie d'année en année, et les difficultés de gestion et d'adaptation que cela impose aux contribuables. En l'occurrence, à cette époque, entre 2019 et 2021, Neko Kurage était la seule à déclarer le chiffre d'affaires. C'était à sa charge de rémunérer son équipe de dessinateurs, qui étaient plus ou moins exonérés d'impôts en fonction de leur statut. Il n'y avait que son nom qui existait en tant que professionnel. Et c'était à sa charge de rémunérer individuellement chacun de des membres de son équipe de dessinateurs, de ses assistants. Aujourd'hui, c'est mieux, c'est vrai que c'est mieux. Mais bon, que ça fait une grosse différence en fait dans le fonctionnement et l'organisation. Aujourd'hui, les assistants ont une fiche de paye qui est imposée. Ils vont tous payer des impôts. Et le chef dessinateur-dessinatrice, donc l'équivalent de Neko Kurage, doit ensuite fournir tous les justificatifs à sa maison d'édition, et j'imagine que maintenant, ça veut dire que la maison d'édition, elle va elle aussi effectuer une déclaration complémentaire. Là où avant, il y avait une espèce de côté un peu, et ça a duré pendant longtemps, parce que déjà on parle d'une situation qui a été modifiée entre 2019 et 2021, mais il y avait un côté un peu, on payait au black, les assistants dessinateurs. Donc, pour en revenir aux conditions de travail d'origine coréenne, je ne serais pas étonné. Je soupçonnerais volontiers, je mets des nuances dans mes propos, connaissant l'histoire du Japon et les discours de ses politiciens, l'histoire aussi des Coréens, et les discours de leurs politiciens, vous trouvez que notre extrême droite, nous en France, c'est des pauvres merdes ? Non, ce sont des pauvres merdes, y a pas de problème. Et qui tiennent des discours qui est scandaleux, qui ça passe à la télé, vous avez aucune idée de ce qu'ils peuvent prononcer sur les chaînes de télé coréennes et japonaises. Le simple fait qu'ils n'aient pas de législation interdisant de prononcer des propos racistes, parce que nous c'est le cas en France, on n'a pas le droit dans les médias et sur la place publique de prononcer des propos racistes. Eux, ça n'existe pas chez eux. Cette loi-là, elle n'existe pas. Vous avez aucune idée des horreurs qu'ils sont capables de lâcher sans sourciller, sans aucune goutte de sueur devant les caméras. Franchement, je serais pas étonné que, en vrai, les conditions de travail, et notamment de taxation, etc., qu'il y ait vraiment 2 poids 2 mesures entre l'auteur coréen de manga expatrié au Japon et l'auteur japonais. Alors vous allez me dire, je suis en train de faire un procès en intention, et que ce n'est pas un argument. Vous auriez tout à fait raison. Mais en vrai, connaissant un peu l'histoire des 2 pays, le fait qu'ils ont quasiment pas fait de devoir de mémoire depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, entre les guerres de colonisation, etc. Comparativement, quand on prend, nous, l'état des relations diplomatiques entre la France et les anciennes colonies, et la façon dont ça se gère encore maintenant, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, les relations diplomatiques, et la façon dont ces résidents d'origine de coloniale sont traités, alors que ça fait maintenant des décennies et des décennies qui sont parfaitement intégrés dans notre société, on se doute bien que c'est au moins pas mieux ailleurs, si ce n'est pire, malheureusement. Donc effectivement, je me permets de faire un petit procès en intention. Et c'est vrai, sachant qu'en plus, le manga, ça génère des sommes colossales, que ce soit sur le territoire japonais et dans ses adaptations à l'étranger. Donc forcément, l'argent, on le prend là où il est. Personnellement, en 2015, j'ai travaillé sur un logiciel qui a été annulé, mais qui devait gérer une nouvelle taxe sur les aéroports en France. Et j'ai pu constater que, effectivement, les gouvernements n'ont aucun scrupule, quand ils ont besoin d'une nouvelle entrée d'argent, ils font une nouvelle taxe.
Je veux dire, ils inventent un nouveau truc. Ah, en fait, maintenant, on va vous taxer là-dessus. Les grosses entreprises, les aéroports, les industries, les machins. Oh ouais, on va créer ce nouveau biais, ce nouveau point de vue. Pouf. Maintenant, ça, c'est taxé. Avant, ça l'était pas. Oui, bah maintenant, ça l'est. C'est leur point de vue, c'est leur phase. Au lieu de s'attaquer et de faire du ménage aux nombreux défauts du fonctionnement des appareils étatiques qui leur font jeter de l'argent par la fenêtre quotidiennement, parce que le système fonctionne de cette manière. Alors, je vais pas... On va pas, je vais pas vous décrire dans le détail les situations ubuesques de réunions qui ont fait perdre des milliers d'euros quotidiennement dans les différents ministères auxquels j'ai pu assister. Je suis bien content d'en être sorti, je peux vous dire, parce que... Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je ne pense pas que Lim Dal-Jung ait mis en pause, ou même carrément stoppé, certains de ses travaux par fainéantise ou parce que ce serait un auteur dilettante. Si vous avez suivi l'auteur entre 2014 et 2020, vous aurez pu constater qu'il a parfois parlé de sa santé mentale et physique, qu'il était sujet à de grosses baisses de morale et qu'il avait pris du poids. Dans les années précédentes, il commentait son travail et parlait de ses loisirs, comme le vélo, les voitures téléguidées, tous ces trucs-là. Je trouvais ça hyper sympa, hyper fun. Il parlait très peu de sa santé. Lim Dal-Jung, il a jamais fait beaucoup de... Comment ça s'appelle de post-face. Le plus souvent, donc ça, c'est un manhwa. Le plus souvent, il s'exprime ici, juste là, dans cette petite bande-là. Il y a très rarement dans les de post-face avec... Là, il y en a une. Mais ça, du coup, elle est consacrée au dessinateur, pas à Lim Dal-Jung. Donc Lim Dal-Jung, dans ses petits encarts de quelques lignes, hein, ben voilà, souvent il parlait des trucs qu'il faisait kiffer avant. Et maintenant, il parle de sa santé. Pour conclure cet interquatuor, je voudrais dire que j'aime toujours autant ce qu'il fait et son dessin. Je suis moins fan de Silverplan, que je trouve un peu trop marketé pour plaire à un certain public japonais. Mais si ça lui permet de travailler et de retrouver de la motivation pour continuer ses autres œuvres, c'est très bien. Et qui sait, peut-être qu'un jour il aura le courage et l'énergie de reprendre les manhwas qu'il a mis en pause en 2015. Ce serait vraiment trop cool. Personnellement, j'ai adoré La Légende de Mayan, et j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite. Donc, voilà ce que j'avais à dire concernant Hana l'Inaccessible, In the Land of Laedal, et là on n'a pas vraiment parlé de Kurokami Black God, on a parlé de son auteur et des conditions de travail des auteurs coréens. De mon point de vue, très éloigné et sans aucune expertise de ce qui se passe et de ce qui s'est passé entre 2015 et aujourd'hui au Japon pour eux. Dans la prochaine vidéo, qui est donc... Là, moi je vais l'enregistrer dans la suite de dans la prochaine vidéo de cet interquatuor, nous parlerons exclusivement de Jardin Secret. Ce sera surtout l'occasion d'extrapoler sur certaines choses, un petit peu de la manière là dont je n'ai quasiment pas parlé de Kurokami... Enfin, en fait, j'ai pas parlé du tout de Kurokami Black God. Bon, on va parler de Jardin Secret, et puis ce sera en deux fous. Je vous expliquerai, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.